Madame, Monsieur, bonsoir. Deux sujets d'actu dans votre émission ce soir, le régime fiscal des avocats et le mariage des mineurs. Devant les députés, le ministre de la Justice, Abdelatif Ouabi, annonce qu'il est facile de taxer un avocat. Et que dans sa profession, car n'oublions pas que M. Ouabi est lui-même, ou Maître Ouabi, est lui-même avocat, l'État ne récolterait que 10 000 dirhams individuellement chaque année. Dans la même déclaration, le ministre annonce avoir demandé une étude à la Direction générale des impôts. Pour en discuter, je reçois ce soir Mehdi Fakher, fiscaliste et commissaire aux comptes. Et nous devions recevoir Maître El Ajouti, président du Cercle des avocats du Maroc, qui s'est décommandé à la dernière minute. Ensuite, nous reviendrons sur cette première inédite. La Cour de cassation a innocenté une mineure poursuivie par le ministère public pour infidélité conjugale. La décision fait ainsi primer le droit international en termes de protection de l'enfance. En revanche, elle relance le débat autour de la problématique persistante du mariage des mineurs. Et un avocat en discutera ce soir avec nous, en la personne de Maître Samir Khalifa, qui va nous en parler en détail ce soir. Mais avant, on attaque donc ce sujet qui fait débat, les avocats et le fisc. Mehdi Fakher, merci de vous joindre à nous. Toujours un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, cette déclaration du ministre Ouabi devant les députés, on aurait aimé avoir une réaction du Cercle des avocats du Maroc, mais ça ne sera pas pour ce soir. Mais selon vous, en tant que fiscaliste, que vous connaissez bien le sujet, est-ce que ce ne serait pas une espèce de pavé dans la mare pour entamer des négociations avec le corps des avocats, comme ce fut le cas avec les médecins, les pharmaciens et autres professions libérales ? Vous savez que le Code général des impôts précise et explicite les périmètres du recouvrement des créances publiques, que ce soit par voie spontanée ou dans le cadre de contrôle. Je parle principalement de l'article 213. Donc l'administration fiscale dispose du droit de contrôle de tout contribuable de tout secteur. Maintenant, par le passé, effectivement, il faut distinguer entre deux démarches. Une démarche qui était, je dirais, une démarche légale, c'était les amnisties qui ont été bien sûr conçues et prévues au niveau de la loi de finances 2020, qui ont permis à des corporations de passer des conventions avec l'État, qui ont permis de se soumettre, je dirais, spontanément et de façon collective à une sorte d'amnistie. Et maintenant, il y a une démarche sous forme d'entente, mais dans le cadre de la loi. C'est-à-dire, pas une entente individuelle, mais une entente collective qui permet, bien sûr, toujours dans le cadre des prérogatives qui sont précisées par la loi, permet à l'administration fiscale de conclure des accords transactionnels et qui permettent, bien sûr, à des contribuables, notamment les avocats, entre autres, pourquoi pas, de conclure des accords qui leur permettent de s'acquitter de leurs impôts, mais selon une démarche qui est bel et bien prévue, cadrée de façon précise par la loi. Donc est-ce que, je reformule peut-être ma question, Mehdi Fakher, est-ce que vous pensez que maintenant le processus est entamé pour revoir cette fiscalité des avocats ou la manière avec laquelle les impôts sont récoltés auprès de ce corps de métier, de cette profession ? Alors, toujours pour le recouvrement spontané, la loi est claire. Il faut tout simplement déposer ces déclarations, prendre le soin que cette déclaration soit fidèle et reflète l'image fidèle de l'activité de chaque contribuable, les avocats de façon particulière et les contribuables de façon générale. Maintenant, pour un recouvrement dans le cadre de procédures de contrôle, rien n'empêche l'administration fiscale, c'est un droit et une prérogative qui est consacrée par la loi. Maintenant, si vous me parlez de changement législatif, écoutez, le projet de loi de finances 2022, il est en cours de gestation, à ma connaissance, et de part à moins qu'on puisse voir des amendements dans le cadre de la discussion de la loi, qui est prévue, je pense, dans pas longtemps, au niveau de la première chambre comme au niveau de la deuxième chambre, il n'y aurait pas,
Voilà, pour 2022, je ne pense pas. Au regard de la marge très limitée de l'exécutif en matière de réforme fiscale, peut-être qu'il faut s'attendre à cela à partir de 2023. Je dis bien à moins qu'au niveau des amendements, on pourrait voir quelque chose. Maintenant, la fiscalité des avocats, je ne pense pas qu'il y a une volonté. Sinon, on allait la voir exprimée dans le cadre des projets, bien sûr, je dirais, de changement et d'amendement au niveau de projet de loi de finances 2022. Alors, bon. Mehdi Fakher, quand on entend ce chiffre, d'ailleurs que le ministre a qualifié d'effarant, 95% des avocats au Maroc ne paieraient que 10 000 dirhams d'impôts par an. Est-ce qu'il y a déjà une base? Parce qu'en même temps, il a lui-même demandé une étude à la Direction générale des impôts. Et d'ailleurs, il a eu 2 réunions avec l'administration fiscale, 2 réunions en amont de cette déclaration qu'il a eue devant les députés. Est-ce qu'on peut avancer ce chiffre? Et si on avance ce chiffre, est-ce une moyenne? Est-ce qu'on a idée sur le chiffre d'affaires d'un avocat en moyenne au Maroc? Est-ce qu'on parle des grandes villes, des petites villes? En gros, est-ce que ce chiffre-là de 95%, est-ce qu'on peut le considérer comme factuel? Mehdi Fakher. Écoutez, je pense que la réponse est chez Monsieur le ministre de la Justice, oui, parce que c'est lui qui a avancé le chiffre. Mais de ce que je pense, du moment que vous me parlez d'une étude plus approfondie, je pense que c'est une moyenne arithmétique. C'est le montant recouvré de la population fiscale qu'est les avocats versus bien sûr le montant arithmétique de l'ensemble des avocats inscrits, bien sûr, et des avocats identifiés fiscalement. Ou non identifié fiscalement. Tout dépend de la manière avec laquelle monsieur attendez. Comment ça, non identifié fiscalement? Mehdi Fakher, je me permets de vous interrompre. Parce que vous avez dit non identifié fiscalement. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'identifiant fiscal, il y a des avocats qui exercent en cela? Ça pourrait être le cas, c'est au conditionnel. Je n'ai pas une idée précise de la manière avec laquelle Monsieur le ministre a effectué ce calcul. Est-ce qu'il a rapporté le montant recouvré au montant des avocats exerçants ou il a rapporté le montant recouvré, bien sûr, au nombre des avocats qui sont identifiés fiscalement. Mais du moment que nous parlons d'une étude demandée à l'administration fiscale, je pense qu'il y a une démarche plus scientifique, plus poussée et plus profonde qui devrait, bien sûr, être entreprise là-dessus. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de faire des analyses ou des conclusions sans avoir, bien sûr, un premier retour sur cette étude. Et le ministre, bien sûr, de la Justice est souverain. C'est une déclaration qu'il engage, bien sûr, et qui, lui, il a les éléments, je dirais, arithmétiques et factuels qui lui permettent un petit peu d'avancer ce chiffre. Très bien. Alors, il a également annoncé qu'il serait facile de taxer un avocat. Qu'en pensez-vous, Mehdi Fakher? Vous êtes fiscaliste. Écoutez, toute personne exerçant une activité réglementée et une activité éligible à l'impôt, c'est tout à fait normal qu'il serait facile de le taxer. Maintenant, est-ce que nous nous acheminons vers une démarche de retenue à la source? Est-ce que nous allons toujours rester sur le spontané? Est-ce qu'on s'achemine vers une démarche plus poussée en matière de recoupement, chose qui se fait aujourd'hui parce que tout contribuable est dans l'obligation d'avoir un ICE, un identifiant commun d'entreprise, qui doit apporter, qui doit préciser au niveau des notes d'honoraires et au niveau des factures qu'il délivre. Je pense que sur le plan technique, c'est chose qui est bien sûr tout à fait possible. Maintenant, je ne sais pas sincèrement dans quel sens cette déclaration a été émise, mais je pense que c'est dans le sens du recoupement et de la possibilité d'imaginer des moyens de taxation par retenue à la source ou éventuellement passer par le ministère de la Justice à travers les recettes ou les receveurs des tribunaux ou les receveurs de l'appareil judiciaire qui pourraient bien sûr entamer là-bas ou entreprendre des démarches de retenue à la source des taxes ou de la taxation par voie de retenue à la source. Autant d'idées qui pourraient être entreprises. Mais aujourd'hui, du moment que nous parlons d'une démarche scientifique, nous commençons par une étude.
Et par la suite, bien sûr, il y aurait des changements législatifs qui devraient être entrepris. Et l'idéal, bien sûr, que ça soit toujours en concertation avec les professionnels pour aller plus rapidement et pour que de telles mesures puissent ne pas avoir, bien sûr, un effet contre-productif. Est-ce que justement ces mesures-là, parce qu'elles ont été appliquées sur d'autres professions libérales, qu'en a été l'impact et qu'en a été le résultat surtout pour les caisses de l'État et qu'en a été l'impact sur les professions libérales qui ont déjà subi, entre guillemets, ce changement d'approche fiscale? Non, il n'y a pas eu de changement d'approche fiscale. C'est toujours la même fiscalité qui est appliquée à l'ensemble des professions libérales. C'est pour ça que je n'ai pas dit de système fiscal, mais j'ai dit d'approche. J'ai vraiment précisé que c'était une approche fiscale, parce que ce n'est plus la même qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans. Les choses ont changé quand même, vous allez en convenir. Les choses ont changé pour tous les contribuables. Après la digitalisation, l'administration fiscale dispose de moyens robustes pour contrôler, pour réconcilier et pour détecter les différences. Et pour aller dans des procédures qui sont prévues dans la loi, notamment la procédure de l'examen d'ensemble, à laquelle sont exposées principalement les personnes physiques de façon générale et les professions libérales de façon particulière. En d'autres termes, aujourd'hui, de par la loi, l'administration fiscale dispose du droit de rapprocher les revenus professionnels aux revenus personnels et de faire, bien sûr, et de demander des explications en la matière à tout contribuable qui, bien sûr, ne justifie pas les revenus globaux réalisés par cette personne au regard de ses revenus professionnels. Donc, les avocats sont, comme toutes les professions libérales, sont exposés à ce type d'exercice, à ce type, bien sûr, d'approche qui est déjà prévue par la loi. Et je pense aujourd'hui que nous remarquons, en tant que professionnels, qu'il y a un changement dans, la pratique de la place et que les contribuables sont de plus en plus avertis et qu'aujourd'hui, de part bien sûr, et c'est une démarche qu'il faut saluer, l'entente de 2017-2018 avec les médecins, en plus des amnisties fiscales avec les différentes professions libérales et les ententes avec les différentes professions libérales, ont permis bien sûr, je pense, un point de départ pour une nouvelle manière de traiter et de percevoir la fiscalité et une meilleure adhésion à la fiscalité de la part des personnes physiques de façon générale et des professions libérales de façon particulière. Oui, alors justement, avant de mettre en œuvre ces changements dans d'autres professions libérales, il y a eu des discussions. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas aussi pour la profession, par exemple, des avocats? Nous parlons d'autres professions libérales plus tard, mais est-ce qu'il doit y avoir d'abord discussion avec le corps de la profession avant de mettre en place un nouveau système fiscal pour les robes noires au Maroc? Non, je pense que c'est une démarche qui est privilégiée. La démarche de concertation, la démarche de communication, elle est toujours privilégiée avec l'ensemble des composantes, bien sûr, des professions libérales de façon générale et des contribuables vraiment de façon également générale. Je pense que c'est un sujet de communication. Et il faut remarquer que l'administration fiscale a changé, de mindset depuis des années en la matière. C'est-à-dire qu'une administration certes souveraine qui a les pleins pouvoirs de par la loi pour traiter la matière fiscale, mais il ne faut pas négliger que cette démarche de concertation a permis de nouer des relations de communication permanentes et une meilleure façon d'aborder la chose fiscale et une meilleure manière également d'appréhender l'opérationnalisation de pas mal et de certains sujets fiscaux et de certaines dispositions fiscales. Je pense principalement à la mesure, bien sûr, de la généralisation de l'ICE. Je pense également aux ententes et à l'entente précisément avec les médecins que j'ai cités. Je pense qu'autant d'exemples qui permettent de penser et qui permettent de nous rassurer quant à la pertinence de cette démarche. Mais je pense également qu'il est temps que même les professions libérales soient une force de proposition et que également, à travers bien sûr cette concertation, nous puissions imaginer des mesures novatrices, que ça ne soit pas toujours une démarche unilatérale en la matière, c'est-à-dire que
que l'exécutif imagine des, je dirais, dispositions fiscales qui soient votées, qui soient appliquées, que cette concertation puisse être permanente entre l'ensemble des professions libérales et l'administration fiscale et l'exécutif, et que nous puissions créer cette dynamique fiscale qui va permettre de faire que la fiscalité soit un levier. Il ne faut pas que la fiscalité soit perçue comme étant un poste budgétaire de recettes. Loin de là. Il ne faut pas également que la fiscalité soit perçue comme étant une contrainte pour les professions libérales. C'est pas du tout ce que... Oui, c'est pas du tout ce que pensent certains acteurs de ces professions libérales. Pour certains, d'ailleurs, ce que le ministre Ouabi a déclaré semblerait irréalisable. Bon, déjà, selon les déclarations de différents avocats sur la presse, en l'occurrence, bon, les avis sont divisés au sein même de la profession. Et surtout... Est-ce qu'aujourd'hui, bon voilà ma question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les avocats devraient craindre davantage de contrôles fiscaux à partir de l'année prochaine? Écoutez, moi, ma manière de traiter cette problématique de perception des contrôles fiscaux, elle est différente. Je pense sincèrement que c'est un droit de l'administration fiscale. C'est quelque chose de légal. Et là, je m'adresse à des avocats. Donc l'article 213, il est clair. Maintenant, la manière avec laquelle ces contrôles vont être conduits, la manière avec laquelle il est préférable, il est souhaitable qu'on s'achemine vers des contrôles qui sont plus pédagogiques, je pense que c'est la démarche qu'il faut entreprendre. Et que les avocats doivent commencer par l'amélioration de la qualité de leurs déclarations, de la conformité de ces déclarations au mieux aux dispositions fiscales, et que nous allons, et c'est ça à mon avis le plus important, sur des solutions aux problématiques fiscales, aux problématiques de l'application de la matière fiscale. Vous savez qu'aujourd'hui, un code général des impôts, il traite tous les contribuables sans exception. Il y a des problématiques sectorielles, il y a des spécificités sectorielles. Si nous nous acheminons vers des ententes pour mieux et pour traiter au mieux ces problématiques fiscales spécifiques, je pense que nous allons renforcer l'adhésion à l'impôt, nous allons renforcer également la confiance entre, bien sûr, le contribuable qu'est l'avocat et l'administration fiscale, et nous nous acheminons vers une amélioration de cette matière fiscale pour qu'il soit une matière qui est dans l'intérêt commun. C'est du win-win, c'est-à-dire ça permet à l'État, bien sûr, comme étant un poste budgétaire, et ça c'est tout à fait normal, de recouvrer ses recettes et ses créances et d'imposer l'adhésion à l'impôt, et ça permet bien sûr aux avocats que la fiscalité ne soit pas une contrainte et que ce soit même un modèle et une manière vraiment d'améliorer bien sûr la qualité de ces déclarations et une manière également d'améliorer et de développer son activité. Je pense principalement à l'amélioration de la fiscalité et aux incitations fiscales pour l'investissement. Pourquoi pas? L'investissement en recherche et développement, l'investissement dans l'amélioration bien sûr des conditions du travail, l'investissement dans la formation. Tout ceci sont des idées qui peuvent être améliorées, qui peuvent être entreprises, et nous nous adressons quand même à une profession libérale qui est productrice d'idées, qui est productrice de matières grises, de know-how. Je pense que c'est ce qu'il faut créer aujourd'hui comme philosophie fiscale, bien sûr, pour ces professions libérales. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces professions libérales sont prêtes à adopter cette philosophie et en l'occurrence, après les exemples, est-ce qu'on peut parler d'exemples réussis pour ce qui a déjà été entamé à travers les médecins et les pharmaciens? Et qu'en est-il aussi des architectes? Absolument. Absolument. Vous avez parlé de volonté des professions libérales. Cette volonté a été manifestée. Soit à travers, bien sûr, l'adhésion de ces différentes professions libérales aux différentes ententes et amnisties. Il y a eu des conventions qui ont été signées entre les professions libérales et l'État dans le cadre de l'amnistie de 2020. Et il y a eu l'adhésion aux différentes ententes qui ont été entreprises entre l'État, bien sûr, et ces différentes professions libérales. Il y a une meilleure qualité de la communication entre ces professions libérales et l'administration fiscale. Je pense que nous sommes dans la bonne voie et dans la bonne route. Et qu'aujourd'hui, je ne pense pas, au niveau bien sûr du top, du board de ces différentes professions libérales, que la fiscalité est perçue de la même manière qu'il y a de cela 5 ans à 10 ans. Il y a une nouvelle manière de voir les choses. Je pense qu'il faut toujours entretenir cette relation de confiance et aller de l'avant pour innover en la matière. Oui, mais alors il faut déjà innover en définissant les paramètres de combien perçoit chaque profession libérale.
on n'a pas un barème des prix, de ce que propose, des services que propose chaque profession libérale pour qu'on puisse les taxer en fonction. Donc vous allez quand même comprendre qu'il peut y avoir cafouillage au sein même de la même profession libérale. Parce que, comme son nom l'indique, c'est une profession libre, c'est une profession libérale. On facture la prestation au prix qu'on veut, qu'on soit avocat, donc, parce que ça fait l'actualité, médecin, architecte, ou tout simplement, quelle que soit la profession qui propose des services. Donc le tarif, est-ce qu'il ne pose pas problème pour la taxation, Mehdi Fakher? Non, pour la tarification, certaines professions libérales ont une tarification qui est réglementée ou partiellement réglementée. Si vous me parlez des notaires, par exemple, la tarification a été réglementée. Si vous me parlez des professions médicales, il y a quand même un tarif national. Donc, il est partiellement réglementé. Partiellement. Pense que le sujet, c'est que la fiscalité s'adresse à un ensemble de contribuables. Oui, partiellement, mais la fiscalité s'adresse à tout le monde. Donc, chaque revenu, sur ou moins, ou pas, avec une tarif qui est supérieure ou inférieure, il doit être déclaré, il doit être taxé, et l'impôt doit être liquidé. Maintenant, la tarification, c'est un autre sujet. Et je pense qu'il y a quand même tout un effort de la part du Conseil de la concurrence en matière de suivi de la tarification, que certaines de ces tarifications obéissent à une règle, bien sûr, de tarification marché, qui est hautement concurrentielle et qui est suivie, bien sûr, par les instances. Prenez le cas des experts comptables, il y a quand même une norme, une directive en matière de tarification, de budgétant. Je pense que c'est un sujet qui techniquement et dans un cadre ordinal est bien cadré. Maintenant, sur le plan fiscal, les choses sont claires à mon avis. Il y a un barème commun pour tous les contribuables personnes physiques et que chaque revenu réalisé doit être tout simplement déclaré et taxé en conséquence. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est les spécificités métiers que je viens d'expliciter. Vous avez des métiers qui ne récupèrent pas la TVA, et vous avez des métiers qui ont des spécificités, qui ont du mal à matérialiser leurs charges et qu'il faut des traitements fiscaux adaptés, sectoriels. Je pense que c'est un sujet qui est très important en matière de renforcement de l'adhésion à la fiscalité. Vous avez même un sujet d'assiette parce que certaines professions ne disposent pas de cadres comptables adaptés à la réalité de leur activité, ça nécessiterait peut-être des cadres comptables ou une nouvelle normalisation comptable sectorielle. Autant de sujets, à mon avis, qui peuvent être traités directement dans un premier temps entre les professions libérales et la DGI dans un cadre de concertation consensuelle et puis bien par la suite traduire cette confiance et cette production et cette relation de confiance dans le cadre de textes qui peuvent être bien sûr approuvés, tout en n'oubliant pas que la fiscalité s'adresse à tout le monde et qu'il n'y a pas de faveur et qu'il n'y a pas d'orientation ni de volonté de la part de l'État d'aller sur des faveurs qui sont sectorielles, mais qu'il y a derrière bien sûr une volonté de l'État à renforcer l'adhésion à la fiscalité, à renforcer la confiance dans le système fiscal et bien sûr de pousser à ce que la fiscalité soit un levier avant que ça soit un poste budgétaire. Très bien. Est-ce que, Mehdi Fakher, est-ce qu'aujourd'hui on a une idée claire sur la part, le ratio d'augmentation des recettes de l'État à travers la fiscalité ou pas? Écoutez, chaque année, nous avons les statistiques qui sont rapportées par le rapport de la DGI, le rapport bien sûr de l'ADI, l'administration du douane et impôts indirects, et surtout par les rapports qui sont bien sûr présentés dans le cadre de tout projet de loi de finances. Bien sûr, nous avons des recettes fiscales qui augmentent d'une année en année. Si j'exclus bien sûr le cas de l'année du Covid, nous avons eu, Dieu merci, je ne dirais pas que c'était paradoxal, mais ça prouve quand même qu'il y a quand même un niveau d'adhésion qui reste quand même très respectable chez nos contribuables.
Maintenant, arithmétiquement parlant, il y a toujours une augmentation. Notre pays est un pays fiscaliste par excellence. Plus de 80% des recettes de l'État sont des recettes qui sont issues des recettes fiscales et parafiscales et assimilées. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons parler bien sûr d'une relation mécanique entre les dispositions fiscales et l'augmentation ou la diminution des recettes de l'État? C'est prématuré d'en parler. C'est une question qu'il va falloir poser bien sûr au ministère des Finances. Mais je pense principalement qu'il faut toujours aller dans le qualitatif, c'est l'amélioration de la confiance entre l'administration fiscale et le contribuable, aller sur le fait que le spontané et les recettes ordinaires soient toujours la règle et que le contrôle soit l'exception et pas le contraire, et que finalement on pousse vers une meilleure confiance et une meilleure manière bien sûr d'améliorer le contrôle et d'améliorer la confiance en notre système fiscal, et puis surtout construire une relation pour l'avenir pour permettre à la matière fiscale d'être novatrice et d'être dynamique et de lui permettre un petit peu, comme je l'ai dit, je le souhaite de tout mon cœur, que le levier fiscal voit un vrai levier de développement socio-économique et pas uniquement un poste budgétaire. Est-ce que vous pensez qu'une autre profession libérale pourrait passer dans le viseur de la DG après les avocats? Je pense que c'est une question qu'il faut poser à la DG. Moi, je ne suis pas adepte. Non, mais vous savez de quoi je parle. Mehdi Fakir, vous suivez le dossier depuis un certain moment. Je sais. Est-ce que bon, alors je reformule ma question peut-être. On a vu les médecins, on a vu les pharmaciens. Quid, je vous ai posé tout à l'heure la question sur les architectes. Est-ce que ça a été réglé? Et maintenant les avocats. Est-ce qu'il y a d'autres professions libérales? Peut-être, allez, je reformule, qui ne seraient pas assez régulés et que peut-être on s'y attellerait pour tout simplement assainir la situation fiscale dans ce corps de métier ou de profession libérale. Écoutez, pour assainir, je dirais, 6 professions libérales il y aurait qui souffraient de telles anomalies, de telles carences. Je pense que la régulation, c'est une régulation tout d'abord interne. La régulation ne se fera pas par la fiscalité. La fiscalité intervient bien sûr comme étant, je dirais, une obligation pour tous les Marocains, pour tous les contribuables, pour toute personne réalisant qui sont sujets à un sujet fiscal, c'est-à-dire à une imposition fiscale. Mais si l'administration fiscale, de temps en temps, dans le cadre de son droit prévu par l'article 213, décide, je dirais, d'opérer, toujours dans le cadre de la loi, une démarche spécifique et particulière à une profession libérale, ceci, je ne pense pas que c'est ça qui va assainir la profession en soi-même. Ça va tout simplement attirer l'attention sur la nécessité d'adhérer au mieux, bien sûr, à la fiscalité et d'améliorer la qualité, bien sûr, des déclarations fiscales, surtout si c'est du spontané. Maintenant, je ne vois personnellement pas, je ne peux pas pointer du doigt une profession et pas une autre. Je pense que c'est une action qui est collective. Il y a aujourd'hui des initiatives qui sont très louables. Je parle de l'UNPL, l'Union nationale des professions libérales, qui opère dans ce sens et qui œuvre dans le sens de rassemblement et d'une adhésion collective de l'ensemble des professions libérales, surtout en matière fiscale. Il y a, à ma connaissance, bien sûr, une commission spécialisée qui travaille sur ce sujet-là pour imaginer des solutions et des réponses à cette problématique d'adhésion fiscale pour toutes les professions libérales. Mais c'est un chemin qui n'est pas facile, c'est un chemin qui est relativement lent, à condition que nous puissions parler d'une adhésion globale et parfaite de l'ensemble de ces professions libérales. Et comme vous le savez, chère madame, au niveau de chaque profession, il y aurait toujours des bons et de mauvais élèves. Nous ne pouvons pas aujourd'hui pointer du mais chacun doit assumer au niveau bien sûr bien sûr en matière d'adhésion. Auquel cas, s'il n'assume pas, est-ce que vraiment, Mehdi Fakir, pour terminer, est-ce que vous pensez qu'on a trouvé la juste balance, le juste équilibre entre le bâton et la carotte au Maroc pour la fiscalité, pour cette transparence, notamment pour les taxes et les impôts qui sont payés de manière spontanée? Écoutez,
Juste pour terminer rapidement, celui qui n'assume pas, il doit tout simplement s'exposer aux sanctions prévues par la loi. Tout ce que nous demandons, c'est que nous ne puissions pas s'acheminer vers une arbitraire en matière de détermination d'infraction. C'est notre vœu le plus cher. C'est d'aller sur une meilleure interprétation qui colle au mieux aux spécificités de chaque profession libérale. Maintenant, pour le bâton et la carotte, ce n'est pas uniquement l'État. C'est également une responsabilité de ces professions. L'encadrement interne, l'amélioration de cet encadrement interne, notamment sur le plan comptable et fiscal, est une solution très importante. Une prise de conscience de l'importance de l'adhésion et de la conformité fiscale est également une chose très très importante en la matière. Maintenant, oui, nous n'avons pas encore situé le curseur définitivement, mais je pense que nous sommes toujours sur, bien sûr, la carotte. Nous ne sommes pas forcément sur le bâton pour l'instant. Nous souhaitons que nous restions que le curseur soit toujours orienté et que nous misons toujours sur la carotte, parce que je pense que c'est le plus important et que c'est plus périn, c'est plus objectif, c'est plus constructif. Mais la loi est la loi, donc nul n'est censé ignorer la loi, et qu'aujourd'hui viendrait un moment où, en matière fiscale, on va peut-être sévir en appliquant la loi, mais il y a, à mon humble avis, encore une marge pour une meilleure adhésion en la matière, une amélioration de l'adhésion qui conduirait à une amélioration de la matière fiscale vers un allègement, bien sûr, de la pression fiscale et une meilleure imposition, c'est-à-dire une adaptation au mieux de l'assiette fiscale aux spécificités de chaque profession, et surtout pour que ces professions jouent pleinement leur rôle dans le développement sociétal et économique. C'est ce que nous souhaitons dans le cadre de ce nouveau modèle de développement qui se veut inclusif. Et là, les professions libérales, ils ont une responsabilité historique, patriote en la matière. Si le levier fiscal devrait y contribuer, pourquoi pas? C'est une réflexion qui devrait être enclenchée et entretenue et bien sûr poursuivie en la matière. Que nous entretenons, que nous poursuivons et que nous discutons dans le cadre de cette émission ou d'autres avec vous, Mehdi Faker, et que nous avons une meilleure idée sur comment les choses évoluent dans ce sens. Parce que il s'agit d'un sujet qui concerne tous les Marocains, tous les contribuables, soient-ils des personnes physiques, des entreprises. Toujours un plaisir d'échanger en tout cas avec vous en termes de fiscalité, même si le sujet ne fait pas généralement sourire. Mais merci Mehdi Faker, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la première partie de questions d'actu. Tout de suite, la seconde. Et donc, nous allons parler jurisprudence et un arrêt inédit. Dans ce sens, la Cour de cassation a innocenté une mineure poursuivie par le ministère public pour infidélité conjugale. Nous en parlons avec un juriste ce soir, Maître Khalifa. Bonsoir, Maître Khalifa. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Khadija, et heureux d'être avec vous à nouveau dans votre émission. Si on commençait par un rappel des faits, Maître Khalifa. Oui, il s'agit d'une affaire qui a été jugée par la Cour de cassation. Il s'agit plus précisément d'un rejet d'un pourvoi en cassation émis par le procureur du roi du tribunal de première instance d'Essaouira contre une décision, un arrêt de la chambre criminelle du tribunal de première instance d'Essaouira qui, à son tour, ayant confirmé la décision du tribunal de première instance d'Essaouira, qui a innocenté une mineure pour une affaire d'infidélité conjugale, une affaire d'adultère. Bien évidemment, cette affaire a fait couler donc beaucoup de discussions sur le bien fondé de cette décision. Très bien. Donc, en fait, déjà, bon, quand on parle du bien fondé de cette décision, moi, j'ai un peu du mal avec cela, si vous le permettez, Maître Khalifa. Comment on peut parler de bien fondé alors qu'on parle de mineurs et d'infidélité conjugale? Ok. D'abord, il va falloir préciser sur le plan méthodologique qu'on est en train de débattre sur le plan technique. Maintenant, sur le plan social ou autre, absolument, c'est un autre. Alors, sur le plan technique, déjà, il faut rappeler un principe fondamental. Le mineur, en droit pénal, dans un rapport sexuel, est toujours une victime. L'article 484 du Code pénal marocain sanctionne par un emprisonnement qui peut aller de 2 ans jusqu'à 5 ans tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur. C'est-à-dire dans un rapport sexuel
un mineur est une victime, il ne peut jamais être coupable. Ça, d'une part. Alors, d'un autre côté, vous avez le code de la famille, notamment l'article 20, qui prévoit la possibilité d'autoriser un mineur qui puisse conclure un contrat de mariage, bien sûr avec des conditions. Le juge des affaires familiales peut autoriser un mineur, lui donner la possibilité de conclure un contrat de mariage si, bien évidemment, certaines conditions sont satisfaites. Alors, l'article 22 du Code de la famille prévoit quand le mineur est autorisé pour être partie à un contrat de mariage et la suite de facto est partie, l'ensemble des obligations issues d'un contrat de mariage. Et donc, la question qui s'est posée sur le plan juridique à l'occasion de cette affaire est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer, interpréter l'article 22 du Code de la famille qui a considéré l'autorisation du mineur pour conclure un contrat de mariage comme productif des faits d'un contrat de mariage sur le plan juridique? Cette autorisation produit-elle ou pas la responsabilité pénale? Est-ce qu'on peut, au nom et sur la base du principe que l'autorisation ayant été accordée à un mineur pour être partie à un contrat de mariage, l'engage sur le plan pénal, le responsabilise sur le plan pénal? Certains disent que si le législateur a estimé que le mineur peut être autorisé pour qu'il soit chargé des obligations d'un contrat de mariage, l'ensemble des obligations d'un contrat de mariage, la responsabilité pénale en fait partie. Or, il va falloir aussi jeter un coup de parenthèse. Il y a eu beaucoup de commentaires de la dite décision sans que les commentateurs analyser cet arrêt. Il va falloir quand même analyser et lire attentivement l'arrêt de la Cour de cassation. C'est pour ça que justement nous en parlons ce soir avec vous, Maître Khalifa. Parce que il faut vraiment qu'on comprenne ce que contient, ou même, voire même lire entre les lignes de ce que contient cette décision de la Cour de cassation. Très bien. Alors, l'arrêt de la Cour de cassation, il a évoqué deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est que déjà, il ne faut pas extrapoler l'article 22 et l'interpréter comme étant un principe légal qui pourrait occasionner, engendrer une responsabilité pénale. Deux, l'application pure et simple de la Convention relative à la protection des droits de l'enfant de 1989, laquelle convention ratifiée par le Maroc. Alors, je m'explique. Déjà, sur le plan légal, les dispositions pénales ne sont interprétées que stricto sensu. On ne peut pas utiliser les arguments du Code de la famille pour interpréter les dispositions du Code pénal marocain. Si le législateur a estimé qu'un mineur pouvait, selon certaines conditions spéciales et de manière limitative, être autorisé à se marier, c'est une décision, c'est une autorisation, c'est un cadre légal exceptionnel, limité et encadré légalement. Et donc, il n'y a pas de question. On utilise les arguments prévus par le Code de la famille, à savoir les conditions d'octroi d'autorisation pour le mariage d'un mineur, comme principe qui pourrait être étudié par les juristes pour interpréter le Code pénal. Le Code pénal prévoit explicitement un système de protection d'actes sexuels entre mineurs et majeurs. Le Code pénal marocain, à juste titre, a considéré que dans tous les cas de figure, un mineur dans un rapport sexuel ne peut en aucun cas être considéré comme quelqu'un qui était consent ayant accepté le dit rapport. Le mineur est considéré d'une manière claire et pure et simple victime et on doit le considérer ainsi. Et ce n'est pas la conclusion d'un contrat de mariage par autorisation qui va changer ce principe.
Pour que ce principe soit modifié, il faut bien qu'une réforme du code pénal soit introduite dans ce sens. Moi, je ne suis pas là en train de poser personnel sur l'affaire. Je suis en train de faire l'analyse technique et de dire que la Cour de cassation a bel et bien raison en fondant sa décision sur les dispositions du code pénal marocain, et il n'est pas question des décisions de justice. Très bien. Les émotions, les tendances sociales, il faut bien aussi clarifier aux mortels de commun une chose. Le juge ne crée pas la loi. Le juge, il applique les lois. Bien évidemment, il y a des jurisprudences. Selon ce qui lui paraît juste, entre guillemets. Parce que finalement, c'est lui qui tranche. Est-ce qu'effectivement, il peut faire dérogation pour marier une mineure ou pas? Ça revient au juge. Alors, je tiens à préciser une chose. Le juge ne crée pas la loi. Si aujourd'hui, une bonne partie des Marocains désirent condamner des mineurs autorisés pour des cas d'adultère, qu'ils fassent en sorte à ce que la loi pénale soit réformée. Aujourd'hui, la loi pénale, il considère la victime dans tous les cas, autorisée ou pas autorisée, victime dans le cadre d'un rapport sexuel. Donc, il n'est pas question qu'on applique les dispositions du code de la famille en matière pénale. Alors, oui, attendez. Maître Khalifa, pourquoi ne peuvent-ils pas être complémentaires, j'ai envie de dire? Il y a eu beaucoup d'appels pour que ce code de la famille soit revu, révisé. Il y a même eu en 2018 le Conseil national des droits de l'homme qui avait lancé une campagne de sensibilisation. Bon, c'est ce que c'est, mais bon, qui veut justement abolir l'exception des mariages des mineurs et rétablir la norme. Est-ce que aujourd'hui, pourquoi le code pénal n'est-il pas au service du code de la famille et vice-versa? Est-ce que le code de la famille doit être revu tout comme le code pénal sur certaines choses qui touchent aux mineurs? Parce qu'in fine, si la mineure n'a pas été condamnée, ou en tout cas l'arrêt de la Cour de cassation, c'était par rapport aux droits internationaux sur la protection de l'enfance. Donc, l'un dans l'autre, et il faudrait qu'on trouve un terrain d'entente entre le code pénal et le code de la famille dans cette histoire, Maître Khalifa. Ne pensez-vous pas cela? Oui, exactement. Ce genre de décision ouvre déjà un débat, un grand débat sur la légitimité d'autoriser un mineur pour conclure un contrat de mariage. Et donc, ça c'est un autre débat qui n'a rien à voir avec l'arrêt. L'arrêt n'évoque pas la question d'autorisation. Oui. Le débat est lancé. Et ça, c'est un débat sociétal. C'est un débat qui dépasse un petit peu la sphère des juristes. C'est un débat d'une société qu'il faut cadrer, qu'il faut étudier. Et surtout que nous avons, surtout dans le monde rural, un taux de mariage de mineurs qui n'est pas négligeable. Et donc aujourd'hui, un effort refait institutions pour revoir la logique, si vous voulez, ou la conformité au droit et aux conventions internationales, et de prévoir d'une manière explicite dans le code de la famille et les strictement l'âge, et de considérer l'âge de majorité une condition sine qua non à la conclusion d'un contrat. Ça, c'est le jeu de tout. Maintenant, aujourd'hui, il y a une réalité sociale. Or, de la même manière que tout à l'heure, moi, je ne traite que l'aspect technique. Maintenant, l'aspect social et politique social, il faut bien que les institutions de l'État s'y mettent pour voir, surtout dans le monde rural, comment peut-on lutter contre le mariage des mineurs et prévoir des textes, peut-être progressivement. On peut aller de l'interdiction jusqu'à la condamnation pénale s'agissant du mariage d'un mineur. Parce que les mineurs, ils ont leur place à l'école, madame. Les mineurs, ils ont droit à une éducation. Ils ont droit à ce qu'ils construisent leur vie. Et donc, un mineur n'a pas assumé les obligations d'un contrat de mariage. Et ça, c'est mon avis personnel. Après, il y en a d'autres qui ont d'autres avis, d'autres arguments pour justifier l'existence de cette autorisation. Donc, il va falloir qu'on fasse une analyse globale de la situation et voir dans quelle mesure on peut y arriver, peut-être dans des années,
disposition légale dans le code de la famille qui prévoit la nécessité d'avoir l'âge de majorité pour être partie à un contrat de mariage et condamné pénalement pour contrat de mariage entre mineurs et majeurs. Mais ça, c'est facile à dire de télévision, difficilement réalisable dans la réalité, vu le contexte social, surtout dans le vu les contraintes sociales. Bien trouver les bonnes solutions pour que ces mineurs aillent à l'école, pour qu'ils aient une bonne éducation, pour qu'ils aient une bonne formation, pour qu'ils tout simplement jouissent de leurs droits. Est-ce que cette décision de la Cour de cassation représente un peu une première? Est-ce qu'aujourd'hui, un tribunal pourra poursuivre une mineure ou un mineur d'ailleurs, mais c'est plus des femmes qui sont mariées avant l'âge de la majorité dans notre pays. Est-ce qu'une mineure pourrait être poursuivie en justice ou même accusée et jugée pour adultère? Alors, déjà, c'est une très bonne question parce que déjà, il y a un amalgame entre ce qu'on appelle, nous les juristes, la décision et l'antécédent et la jurisprudence. Je ne pense pas que ça soit une jurisprudence, c'est un arrêt de la Cour de cassation tout court. Après, est-ce qu'un autre tribunal pourrait condamner une mineure ou pas? Je ne peux pas ni affirmer ni confirmer. Bien évidemment, il faut aussi que la Cour de cassation soit dans des affaires similaires, tranchantes. Il nous donne des vrais arrêts de principe. Donc, je pense que la motivation de cet arrêt est une motivation d'un arrêt de principe, mais ne l'est pas techniquement, encore une fois. Et donc, non, le débat n'est pas clos. Il y a possibilité qu'un tribunal aille dans le sens inverse, quoique je ne pense pas qu'il ait les bons arguments et les bons fondements juridiques pour le faire. Maintenant, pour qu'on puisse y arriver, il y a soit la réforme du texte et être plus explicite possible, ou bien un arrêt de principe de la Cour de cassation en jurisprudence qui n'est pas une simple décision de la Cour de cassation. Oui, mais puisqu'on parle de jurisprudence, 80% des demandes d'exception sont acceptées aujourd'hui pour le mariage des mineurs. Je reviens pour cette question de mariage de mineurs, parce qu'il y a contradiction. Il y a cet arrêt de la Cour de cassation, mais en même temps, on marie des mineurs. Donc, on va avoir plus de cas et plus de dossiers de peut-être adultère ou autres. Mais est-ce que... Donc, et in fine, la décision revient au juge, au magistrat, Maître Khalifa. D'accord. D'abord, il faut pas. C'est l'occasion de dissocier l'adultère et l'autorisation. Ils vont pas de pair. Hein. Certainement pas. Non, j'ai pas dit cela. Mais il va y avoir des cas d'adultère peut-être, d'autres cas que celui de Souaira. Non, effectivement. Donc, il faut tout simplement clarifier au grand public que c'est pas systématique. Maintenant, effectivement, l'avantage de ces décisions et d'ouvrir un débat sur les autorisations. Alors maintenant, vous me dites que 80% des autorisations sont acceptées. Je n'ai pas les statistiques exactes. Il faut bien que le ministère, les autorités nous donnent les statistiques officielles sur les autorisations rejetées et les demandes rejetées et celles acceptées. Dans tous les cas de figure, je pense qu'on doit d'abord faire une analyse des autorisations octroyées et définir sur quelle base les juges, les tribunaux marocains accordent de telles autorisations. Parce que là, on est sur un terrain beaucoup plus de faits. Et le juge joue un pouvoir discrétionnaire in extenso qui lui permet de déterminer est-ce que les conditions de la détermination sont satisfaites ou pas. Donc, l'analyse doit être faite et ressortir quelles sont les conditions qui sont prises en considération par le juge et celles qui ne sont pas prises en considération par les tribunaux. Et à ce moment-là, on va faire une analyse des décisions judiciaires. Est-ce que vraiment les autorisations répondent à la volonté du législateur? Parce que, au fait, cette exception, parce que le principe, aujourd'hui, il faut définir, c'est la condition décidée par la majorité, l'exception, c'est maintenant, la volonté du législateur, c'était quoi la vraie volonté? Il faut la définir.
Le législateur n'a pas autorisé exceptionnellement le mariage des mineurs comme ça au hasard. Il y a une volonté. La volonté est de répondre à certaines situations sociales. Si même on est tous d'accord en tant que juristes sur la complexité ou même la complexité sociale, physique du mariage des mineurs, il y a aussi des arguments fondés ou pas fondés concernant l'autorisation du mariage des mineurs qui répond encore une fois à un besoin social. Alors ce besoin est-il éphémère ou pas? Est-ce que ce besoin existe encore ou pas? Est-ce que vraiment les décisions judiciaires répondent à ce besoin ou il y a une extension peut-être ou une extrapolation du principe? Ça, je ne peux pas le confirmer. Il va falloir faire un travail professionnel, scientifique. Et je pense que le ministère de la Justice a les moyens pour qu'il le fasse et se mettre au travail et étudier ce qui a été fait depuis la promulgation du Code de la famille et voir est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou on les a dépassés ou on s'est égaré du principe légal. Et auquel cas ce Code de la famille devrait être revu, peut-être à la lumière des évolutions et aussi de comment le Code de la famille, dans sa mouture actuelle, est appliqué dans les tribunaux. Absolument. Il n'y a pas que le Code de la famille. Donc, oui, c'est un travail d'évaluation de l'application des textes par les tribunaux. Mais bon, le Code de la famille touche à une partie sensible de la vie des Marocains. Donc, oui, il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs dispositions du Code de la famille qui doivent être revues. Il est grand temps pour qu'on le fasse et qu'une commission se mette à l'évidence. Maintenant, le plus important, comme je l'ai dit, est d'abord, le principe, il est là. Il faut entendez? Oui. Alors, il faut revoir cet article 20 du Code de la famille et interdire le mariage des mineurs. Maintenant, comment le faire en réalité, dans la pratique et selon quelles conditions? Il va falloir analyser, comme je l'ai dit, la réalité sociale qui a fait que cette autorisation soit introduite dans le Code de la famille. Absolument. Et bien sûr, il y a, d'ailleurs, on ne parle pas de refonte que du Code de la famille, il y a le Code pénal, ce dossier très épineux. Nous aurons certainement l'occasion peut-être de discuter avec vous dans une autre émission. Maître Khalifa, avocat au barreau de Rabat, je vous réitère mes remerciements d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous dans votre émission. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.